à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Avez-vous déjà pris le temps de masser ou faire masser votre cheval ? Le massage équin, c'est une technique en vogue ces dernières années et il existe une multitude d'approches. Personnellement, j'avais entendu parler à plusieurs reprises de la méthode Masterson ces derniers temps et en faisant la connaissance de Caroline, j'ai voulu en savoir plus sur ce qu'elle avait de particulier et comment elle pouvait apporter du bien-être à nos chevaux. C'est une approche qui est bien implantée dans les pays anglo-saxons, mais elle gagne encore à être connue chez nous. J'ai donc demandé à Caroline, qui a choisi de se reconvertir pour en faire son métier, de nous expliquer pourquoi Masterson fait partie des outils vraiment intéressants pour améliorer le bien-être de nos chevaux. Je vous laisse en sa compagnie et vous souhaite une très bonne écoute. Hello Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Équidé. Merci Aude, je suis ravie d'être ici avec toi pour parler de la méthode Masterson. Exactement, et alors une méthode que je connaissais pas beaucoup avant qu'on se rencontre, donc on va explorer un petit peu ce sujet, et puis globalement l'approche du soin autour de nos chevaux. Alors avant de plonger un petit peu plus dans ce sujet, est-ce que toi tu peux nous raconter déjà comment tu t'es rapproché des chevaux, qu'est-ce qui t'a amené vers eux, à quel âge t'as commencé, et voilà ce qui a motivé ta passion à l'époque. D'accord. Ma mère est cavalière depuis longtemps, ça aide. Mais elle a été passionnée par les pur-sang arabes. Donc, elle faisait des concours de modèles et allures, donc très, très spécifiques, des choses qu'on voyait à l'époque au Salon du Cheval de Paris. Oui. Et elle ne voulait pas que je monte à cheval. Donc j'ai poussé jusqu'à mes 9 ans, jusqu'à ce qu'elle cède et qu'elle m'inscrive, que je m'inscrive en fait au poney club du CPA de la ville d'à côté. Et donc c'est là que j'ai fait mes débuts. Alors du coup j'étais assez grande, donc j'ai pas commencé à Shetland comme la plupart des gens. Et en fait moi j'adorais y aller. En fait je montais une fois par semaine et j'y passais mes mercredis, mes week-ends, mes vacances scolaires à aller regarder les poneys, regarder les reprises. Voilà, j'avais un petit côté solitaire et du coup j'aimais beaucoup juste être là-bas. Donc voilà comment j'ai commencé, et le poney club était orienté saut d'obstacles, donc j'ai également commencé les concours de saut là-bas. C'était très sympa parce que très familial, on partait en équipe, bonne ambiance, voilà, c'était quelque chose qui était assez chouette. Et ta maman, elle voulait pas que tu en fasses par crainte pour ta sécurité, ou c'était d'autres... Ouais, je pense que c'était ça. Elle trouvait que c'était un sport dangereux et qu'elle voulait pas que sa fille prenne des risques. Donc voilà, mais bon, à l'usure, on l'a eu. Et c'est vrai que moi, du coup, j'étais plongée dans le milieu depuis que je suis toute petite, parce que je l'ai toujours vue aller monter son cheval. Elle l'avait mis dans une ferme, donc on allait avec mon frère à la ferme. En fait, on était avec les animaux, les poules, les vaches, les chevaux. Donc voilà, donc c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné, mais auquel elle ne me donnait pas accès jusqu'à mes 9 ans. Voilà. Et alors après, par la suite, est-ce que adolescente ou jeune adulte, est-ce que tu avais envisagé d'en faire un métier, quel qu'il soit, mais en rapport avec les chevaux ? Alors pas du tout. Alors je suis vite passée à cheval parce que j'étais grande, et en fait je trouvais pas d'écurie où il y avait cette ambiance familiale, concours, comme j'avais trouvé à Poney. Et en fait je voyais les cavaliers pros un peu, je vais pas dire galérer, mais pour moi c'était un milieu où on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais. Et à l'époque je ne pensais que pour travailler dans les chevaux il fallait être vétérinaire ou cavalier, il n'y avait pas d'autres métiers en fait autour du cheval. Et vétérinaire, ça me trottait bien dans la tête, et puis cavalier, pas du tout, parce que c'était pour moi tellement de sacrifices de sa vie personnelle que je n'envisageais pas du tout ce métier-là.
Et en fait, j'ai fait des études pour essayer d'être vétérinaire. Enfin, j'ai fait mon bac S, scientifique, quoi. Et en fait, je me suis inscrite en école de veto. Et la vie avait décidé que c'était pas ça, parce que l'année où je me suis inscrite, l'école a fermé pour un contrôle fiscal. Voilà. Visiblement, ils faisaient du détournement de fonds. Et du coup, je me suis retrouvée au mois d'août avec rien pour la rentrée de septembre. Donc voilà, donc c'était pas vétérinaire que je devais faire. Ah oui. Et du coup, je me suis inscrite en fac de maths parce que j'avais une copine qui était, que je savais pas quoi faire. Donc voilà. Comment je n'ai pas travaillé dans les chevaux à l'époque. Merci le contrôle fiscal. C'est ça, exactement. Bon, après, maintenant, avec les années qui passent, je me dis que la vie a toujours un plan pour nous. Ouais. Et que c'était pas mon plan, en fait. Le plan, c'était plutôt que tu y reviennes plus tard, puisque en fait, tu as du coup fait plutôt une reconversion dans le monde du cheval. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, justement, pour en venir à ça ? Ouais, alors du coup, j'ai fait des études dans le marketing, toujours en continuant à monter à cheval à côté, en fait, en amateur. Après, j'ai retrouvé une écurie où j'ai pu monter, j'ai pu retrouver, en fait, cette ambiance concours, partage, fun, on y va pour s'amuser, pas d'ego, pas de prise de tête, on réussit, c'est bien, on réussit pas, c'est pas grave. Enfin, c'était vraiment chouette. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le marketing et... je suis partie 2 ans au Canada parce que j'avais besoin de me lancer des challenges, en fait, d'avancer. Je suis revenue au bout de 2 ans. C'était une très belle expérience là-bas. Et j'ai recommencé à monter normalement. Et en fait, au bout de quelques années, j'ai quand même fait 10 ans dans le marketing, j'y trouvais plus mon compte. J'étais pas utile, en fait. J'avais besoin de trouver quelque chose qui avait du sens pour moi. Et le marketing n'en avait plus. Surtout que je travaillais dans des milieux comme l'assurance, les produits financiers, ce genre de choses-là. Très intéressant. Et très intéressant, mais alors je me sentais pas du tout dans le lien avec les autres. Ouais. Je vendais quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je n'étais pas... J'avais envie d'avoir du sens, en fait, de faire quelque chose qui me rendait utile auprès des gens. Voilà. C'était ça. Et du coup, à 35 ans, je me dis, comment on fait ça ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et je me suis donné l'opportunité de réfléchir à ce que j'avais envie, en fait, de faire. Voilà. Et c'est vrai que ostéopathe pour les chevaux, c'était assez à la mode à l'époque. Il y en avait, ça commençait à arriver beaucoup sur le marché. Et je me voyais pas à 35 ans reprendre 6 ans d'études pour faire cette reconversion. Et un jour, je trouve une annonce sur Facebook d'une nana qui propose une formation en 1 an pour masser les chevaux. Et je me suis dit, au pire, je reprends le marketing dans 1 an, si ça va pas, si ça me plaît pas, si... Voilà. Même si ça me plaît plus, j'ai au moins ce backup. Et donc, je me lance. Donc, je m'inscris à cette formation, qui m'aura appris plein de choses, comme regarder un cheval marcher, trotter, savoir s'il y a des gènes au niveau de sa locomotion, les muscles, le squelette, enfin voilà, tous les basiques en fait qu'on apprend quand on regarde un cheval. J'ai appris à masser les chevaux comme je dirais, alors je vais pas dire que je suis kiné, je ne suis pas kiné, mais comme un kiné le ferait, c'est-à-dire qu'on va masser la masse musculaire du cheval pour obtenir un relâchement à la main et à la machine. Je dois dire qu'on utilisait surtout la machine qui s'appelait le G5, enfin qui s'appelle toujours le G5 d'ailleurs, qui va envoyer des percussions en fait dans la masse musculaire du cheval et qui va venir relâcher la masse musculaire. Donc on n'était pas du tout dans la méthode Masterson à l'époque, hein ? Pas du tout, du tout dans la méthode Masterson. On était vraiment dans un massage tel que nous on le connaît en fait. Quand on va se faire masser chez un masseur, ils viennent nous masser finalement la peau, les muscles, etc. Après, quel que soit l'objectif, que ce soit juste bien-être, que ce soit pour au niveau musculaire, etc. Parce qu'on a eu un problème. Mais voilà ce que j'ai appris pendant 1 an. Et en fait, j'avais un petit truc. Je vais pas dire que je m'ennuyais pendant les sessions, mais j'avais... je restais un peu en arrière de ça. Même si je trouvais ça chouette, j'étais pas complètement passionnée par ce que je faisais. Et je me dis, c'est pas grave, c'est peut-être parce que je suis en formation, donc je vais me lancer, ça va le faire. Et en fait, donc je vais pour me lancer, et là, j'ai un problème cardiaque de naissance. Et je fais mon contrôle annuel, et mon cardiologue me dit, ah non, là, ça va pas du tout, faut vous faire opérer du cœur. En fait, j'ai une malformation et ma valve aortique ne fonctionnait plus bien. Et donc, dans les 15 jours, je partais me faire opérer du cœur. Ok.
S'ensuit toutes les complications qu'on peut faire suite à cette opération. Je reste 5 semaines à l'hôpital, 3 mois d'arrêt. Et au bout de ces 3 mois, je me dis, bon, allez, je ne suis pas dans une forme physique exceptionnelle, mais je peux reprendre petit à petit, il n'y a aucun souci. J'y vais. Et donc là, je vais pour me lancer. Entre-temps, je me remets à cheval, parce que j'ai un cheval... je suis aussi propriétaire. Et mon cheval, qui peut être explosif, a choisi ce jour-là pour exploser et je me casse l'omoplate. Et donc là, je me dis quand même, il y a un truc qui bloque dans ma vie. Il y a un petit message là. Il y a un petit message quelque part. Lequel Donc du coup, voilà, je me pose un peu. De toute façon, j'avais l'omoplate cassée, donc j'étais partie pour 7 mois d'arrêt et de rééducation, puisque je me sers de mes bras pour masser, hein, donc à un moment donné où là, c'était pas possible. Donc entre-temps, quand même, je me dis, ça bloque, pourquoi je commence à me poser des questions personnelles, en fait. J'ai trouvé une coach, en fait, une énergéticienne qui m'a aidée à me poser des questions, à savoir où j'en étais dans ma vie, à un peu avancer au niveau personnel. Et donc, on avance comme ça le temps de toute ma rééducation. Et à la fin de ma rééducation, je me dis, bon, est-ce que c'est la bonne direction ou pas ? Je reprends mon G5, je vais essayer sur un cheval pour voir déjà si je pouvais tenir l'appareil, parce que j'étais pas sûre de pouvoir le faire. Et en fait, cette jument à qui j'avais mis un licol m'arrache le bras. Je rentre dans le box, ça m'arrache le bras, et là, je me fais une tendinite et une bursite. Donc je sors du box et j'ai dit, bon, bah, c'est pas pour moi. La vie n'en veut pas. C'est pas ça qu'il faut faire. J'ai beaucoup pleuré, pour être honnête, parce que je me dis, bon, bah, là, ça fait 2 ans finalement que j'ai fait un choix et que visiblement, c'est pas le bon. Et là, je me rappelle, en fait, je suis assise le long du box, en train de pleurer, et là, j'ai un tilt dans ma tête. Je me rappelle que pendant que je faisais ma formation donc en massage classique, il y a une amie de ma mère qui m'avait donné un livre qui s'appelle « Masser son cheval » de Jim Masterson, et elle est kiné, et elle me dit « Tiens, j'ai acheté ce livre, ça a l'air super, mais je comprends rien, donc tu le regardes et tu me racontes. » Là, je me dis... Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas ? Elle est kiné, quoi. Qu'est-ce qui lui échappe dans masser son cheval ? Donc, ça me fait rigoler et je prends le livre. Donc, ça, c'était pendant ma première formation. Et je tâtonne et je comprends pas où ça va, comment ça marche. Il me faut plusieurs... Alors, j'en ai pas fait tous les jours, tu vois. Je le faisais un peu en dilettante entre les moments de formation. Et jusqu'à un moment donné où tout d'un coup je comprends que la méthode Masterson, c'est pas du massage, mais c'est du toucher. Et là, j'obtiens des relâchements des chevaux qui sont vraiment impressionnants. Et pour autant, je ne sais pas comment l'intégrer dans ce que je faisais en fait. C'est-à-dire que Masterson, c'est très lent, c'est une méthode qui est longue, dans laquelle il faut prendre son temps. Et je me disais à l'époque... comment je vais faire ? J'ai déjà mon massage classique avec les machines. Comment est-ce que je fais en plus du Masterson ? Les séances vont durer un moment infini. Je ne savais pas comment cumuler les deux, quel était l'apport de l'un plus et l'apport de l'autre. Donc, du coup, j'avais laissé un peu tomber le Masterson. Et donc, je suis là devant ce box en train de pleurer et je me dis, ça m'avait plu, j'avais vraiment trouvé quelque chose de sympa. Ils font des formations en Angleterre, je me donne la chance de le faire, de toute façon au point où j'en suis, je ne vais pas perdre grand-chose. Et donc je m'inscris aux formations qui avaient lieu en octobre en Angleterre avec Jim Masterson qui venait des États-Unis pour former les gens. Voilà la première partie. Alors, du coup, est-ce que tu peux commencer à nous raconter un petit peu justement la méthode Masterson dans les grandes lignes, en quoi elle consiste et quelle est un petit peu son histoire, puisque tu viens de parler de Jim Masterson, donc c'est bien que ça vient d'une personne en particulier. Qu'est-ce qui l'a amené à créer cette méthode-là et en quoi elle consiste ? Alors, Jim a créé la méthode Masterson au début des années 2000, à la fin des années 90. En fait, il travaillait dans le pétrole, donc pas du tout dans le cheval. Et il a rencontré sa femme aux États-Unis, il est américain.
Et elle montait en compétition et cherchait un groom. Et vu qu'il en avait assez de travailler dans le pétrole, il s'est dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas le groom de ma femme. Donc du coup il s'est lancé un peu dans les chevaux et il observait beaucoup les personnes qui venaient prodiguer des massages aux chevaux, le chiropracteur qui venait sur place pour s'occuper en fait du bien-être et de la performance des chevaux. Et Jim, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le moment présent et dans l'observation. Je l'ai appris plus tard dans un podcast, mais il fait de la méditation transcendantale, donc il est vraiment très présent là où il est. Et il a remarqué en regardant ces gens travailler que les chevaux réagissaient d'une certaine manière lorsqu'ils appuyaient à certains endroits ou qu'ils faisaient certaines techniques. Et notamment des mâchouillements, des bâillements, des étirements et ce genre de choses-là. Et du coup, il s'est dit, je vais essayer. Donc, il a posé la main sur un cheval, il a regardé comment ce cheval réagissait et il a vu qu'il y avait des petits clins d'œil, une oreille qui bouge, et il s'est arrêté. Et il aime bien raconter il dit que finalement, il a toujours été élevé pour être feignant et que du coup, il est resté au même endroit et que le cheval s'est relâché et s'est mis à mâchouiller et à bâiller. Et c'est comme ça que la méthode est née, en fait, par l'observation et le test, on va dire. Et du coup, sa méthode, c'est une méthode de relâchement des tensions du cheval qui va affecter le bien-être et la performance du cheval. Et la différence entre cette méthode-là et les autres modalités qui existent sur le marché aujourd'hui, c'est que le cheval est partie prenante de la séance. En fait, il est acteur de sa séance, c'est-à-dire qu'il va montrer par des signaux plus ou moins subtils, finalement, où sont ces tensions, comment les relâcher et quand est-ce qu'elles sont relâchées. Voilà. Ce qu'on peut ajouter à ça, c'est que ça prend un certain temps parce que on s'adresse finalement au système nerveux du cheval, on attend qu'il se relâche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée un vrai dialogue entre le cheval et le praticien. Et du coup, ce climat de confiance qui va lui permettre de relâcher des tensions physiques et psychologiques. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on parle de massage, mais en fait, et puis moi, pour l'avoir vu, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Tu n'es pas en train de masser vraiment le cheval, en tout cas dans le sens où on l'entend de manière classique. Tu vas plus poser, toucher, peut-être mettre plus ou moins de pression dans tes doigts. Et comment ça agit justement en fait, c'est simplement la pression, comment ça fait effet? Alors, est-ce que je peux mettre un peu de contexte avant de répondre à ta question? En fait, il y a une chose qu'on oublie souvent parce qu'on a des chevaux domestiqués et qui est hyper important dans le fonctionnement du cheval, c'est son mode de survie. En fait, c'est son mode de fonctionnement basique qui est inculqué dans le plus profond de son être. C'est qu'un cheval est hyper connecté à son environnement et au corps en fait des autres chevaux. Quand dans son environnement il y a une menace, son premier réflexe ça va être la fuite. Donc les chevaux sont vraiment équipés pour ça, au niveau anatomique ils sont équipés pour la fuite. Donc la première chose c'est qu'ils vont fuir. La deuxième chose, c'est que les chevaux vont se mettre en mode combat, si jamais ils ne peuvent pas fuir. Le mode combat sur nos chevaux d'écurie, ça se traduit beaucoup par l'effet contractile, en fait. Ils vont venir se contracter très fort. Vu qu'un cheval en boxe a quand même des moyens assez limités de fuir, il va venir se contracter. En fait, la conséquence de ce comportement, c'est que le cheval va vouloir cacher ses inconforts, puisque à partir du moment où il montre une boiterie ou un inconfort, là, il va être une proie facile. Donc c'est là qu'on va retrouver les tensions, etc. Les tensions, et jusqu'à une pathologie comme une boiterie ou une maladie, etc. Le fait, c'est que les chevaux, du coup, pour pouvoir survivre, sont aussi très en lien les uns avec les autres et communiquent beaucoup avec leur corps. Et en fait, c'est ça qui est très important en méthode Masterson. C'est que donc les chevaux vont montrer des signes que je pourrais te citer, tels que des clignements d'œil, un mouvement d'oreille, oui, c'est assez infime, une façon de bouger. Ouais, voilà, c'est très infime. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un toucher ou des mouvements qui vont rester en dessous du réflexe de survie des chevaux. Donc c'est pour ça que j'ai remis un peu de contexte, parce qu'en fait, on va travailler dans la subtilité. C'est-à-dire que le toucher qu'on va avoir, c'est à peine le toucher
Par exemple, si tu poses ta main sur ton bureau sans l'appuyer, c'est ce toucher-là. C'est vraiment quelques grammes dans la main, et le cheval étant hyper connecté à son corps, et ben lui il va le sentir. On voit bien, les chevaux ils sentent les mouches, le muscle possier fait que les chevaux sont extrêmement sensibles au toucher. Donc du coup, et des fois en été quand il y a beaucoup de mouches, c'est difficile pour le cheval de faire la distinction entre notre toucher et la mouche en fait. Du coup voilà, on a des touchés qui sont extrêmement subtils et des mouvements qui sont toujours dans la demande et jamais dans la contrainte. C'est-à-dire que, par exemple, on voit souvent les ostéos faire des mouvements de flexion de la nuque, ou même il y a des gens qui le font à cheval. Nous, en Masterson, quand on fait un mouvement de flexion de la nuque, on va demander au cheval si c'est OK de le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va... Alors, si le cheval ne veut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'on va céder, qu'on va dire qu'il a gagné, etc. C'est en fait le but de la méthode Masterson, c'est de mettre le cheval dans un état de relâchement tel qu'il laisse passer ses tensions physiques et psychologiques. Donc, à partir du moment où on se met en combat, on va contre le cheval, ça ne peut pas se passer en fait. On ne peut pas mettre le cheval dans ce mode de relâchement qu'on appelle le mode parasympathique. C'est un mode du système nerveux. Donc l'idée c'est, on fait la flexion, si le cheval dit non, on cède. On cède pas en lui laissant partir sa tête complètement et en disant tant pis je le fais pas. On cède dans l'intention, on cède en limitant le mouvement, mais par contre on dit ok j'ai entendu, là t'as une tension, c'est difficile pour toi de la relâcher, donc on va faire plus doucement, ou on va faire autrement, ou alors on y reviendra après, ou alors si c'est pas cette séance-là, ce sera celle d'après. L'idée c'est que le cheval, quand il se sent entendu, quand il sait qu'on sait, en fait, qu'on arrive à lire ces signaux subtils, il va donner sa confiance et du coup il se relâche. Voilà, c'est ça le but premier de la méthode pour pouvoir ensuite obtenir un relâchement des tensions. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cas tu interviens avec cette méthode en fait ? Pour quel cas c'est préconisé ? Alors en fait, on peut intervenir sur tous les chevaux, qu'ils soient au pré ou en compétition. La méthode a été créée pour la performance, c'est-à-dire que dans la tête de Jim, c'était vraiment ce qui était important, et d'ailleurs il a travaillé assez rapidement avec l'équipe américaine d'endurance au championnat du monde. C'est un peu ce qu'il a lancé. Après, il a fait beaucoup de sauts d'obstacles, il a fait du dressage. Enfin, après, il est passé un peu dans toutes les disciplines. D'accord. Mais l'objectif, c'est la performance. Mais il y a bien évidemment, fondamentalement, du bien-être derrière ça. Donc, du coup, ça s'adresse à tout type de chevaux, qu'ils soient au travail ou pas, quelle que soit la discipline. On a une restriction qui est les juments gestantes, parce qu'en fait, en relâchant fort les chevaux, on peut faire en sorte que ça coule, la gestation coule, ou qu'il y ait un risque pour le poulain. La deuxième chose sur laquelle on travaille avec avis vétérinaire, c'est lorsqu'il y a une pathologie. Une tendinite, quelque chose d'assez grave en fait, où là on peut travailler dessus, mais on a tendance, en tout cas moi je demande toujours l'avis d'un vétérinaire avant de pratiquer. Voilà. Et est-ce que certains chevaux peuvent ne pas apprécier ? Est-ce que tu as déjà eu des cas de chevaux où, je sais pas, soit le relâchement ne vient pas, ou alors tu sens que ils aiment pas ce côté tactile en fait ? Alors non, je n'ai pas rencontré de chevaux qui n'aimaient pas. Alors c'est pas qu'ils n'aimaient pas en fait, c'est qu'ils vont s'exprimer d'une manière différente. En fait, les chevaux ont tous des personnalités différentes et un passé et des propriétaires différents. Donc du coup, ils vont s'exprimer différemment. Il y a des chevaux qui sont vraiment très dans la confiance et qui vont montrer tout de suite ou au fur et à mesure que la séance avance, qu'ils se relâchent par des bâillements, des mâchouillements, des étirements par exemple, ou alors un cheval qui se met en pince, au niveau du postérieur. Ça, ce sont des signaux assez visibles de relâchement. Il y a des chevaux qui sont... je dirais un peu plus combatifs dans le caractère, c'est-à-dire qu'ils prennent sur eux. Donc ces chevaux-là vont avoir tendance à moins montrer, tout du moins au début. Ils vont se méfier un peu, ils vont dire « je vais prendre sur moi ». Je ne veux pas montrer, parce que montrer, ça veut dire que je vais montrer une faiblesse, et ça, c'est pas possible dans ma tête. Voilà. Alors ça veut pas dire que ça marche pas, ça veut dire que les signaux sont plus subtils, et ça veut dire potentiellement que le moment où on sort du box, le cheval va se mettre à bâiller, parce qu'on n'est plus là.
Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on fait en méthode Masterson. On donne le temps au cheval de se relâcher, justement. C'est-à-dire qu'on fait des techniques. On a un protocole qu'on va suivre plus ou moins en fonction du cheval, en fait, et de sa personnalité et des problèmes qu'on rencontre. Et en fait, à un moment donné, si on sent que le cheval a besoin de se relâcher et qu'il n'ose pas le faire, soit on s'éloigne du cheval de quelques mètres, on se met au bout du box par exemple, soit on sort carrément du box, on laisse au cheval 2-3 minutes et ensuite on revient. En fait, les chevaux nous disent quand ils sont prêts à recommencer. Donc du coup, on peut se permettre d'avoir des pauses et c'est aussi pour ça que des fois les séances durent très longtemps, parce qu'on laisse on laisse au cheval le temps d'intégrer les changements qu'on lui demande et de les exprimer. Voilà. Alors, on peut dire qu'on a testé sur ma jument, du coup, parce que je connaissais pas du tout la méthode, et qu'effectivement, il y a eu des moments... Alors, tu accordais des moments de pause, mais il y a eu aussi des moments où d'elle-même, ça c'était assez rigolo, enfin, elle s'est éloignée pour intégrer ce que tu venais de faire. D'elle-même, elle est partie, alors on était sous l'abri au pré, et elle s'éloignait physiquement de nous, et puis après, elle revenait comme... Enfin, voilà, comme si, ok, c'est bon, là, j'ai emmagasiné, on repart, quoi. Mais il y avait vraiment ces temps de pause, effectivement, qui étaient aussi proposés par elle, ou demandés par elle. Oui, tout à fait. Alors, ta jument est très expressive, et c'est vrai que du coup, elle a pris les opportunités, en fait. Elle s'est dit, bon, bah là c'est mon moment, j'ai besoin de l'intégrer. Et on le voit on le voit dans leurs yeux. Ils ont les yeux, pas qui deviennent vitreux, mais qui sont un peu dans le vide. La tête un peu baissée. Et effectivement, elle est partie à l'autre bout de l'abri. Et une fois qu'elle avait fini, elle est revenue. Et ça, c'est vraiment courant. Alors, les chevaux ne vont pas tous partir à l'autre bout du box ou de l'abri. Par contre, quand ils sont finis, quand ils sont prêts en fait à recommencer, ils viennent souvent nous voir en disant c'est bon, on continue. Ouais, c'est drôle ça. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a plu dans la méthode Masterson. C'est ce dialogue en fait qu'on instaure avec le cheval. Je trouve que c'est un peu ce qui est dommage quand on apprend l'équitation aujourd'hui, c'est qu'on apprend une discipline, on n'apprend pas à lire le cheval. Et quand moi j'ai appris lors de la formation à lire justement ces mouvements subtils, j'ai presque envie de dire le mouvement des yeux en fait, la douceur du regard ou l'agressivité dans le regard, un clignement d'œil, une oreille qui bouge, ça nous en dit tellement sur ce qui se passe en fait chez le cheval que j'ai trouvé ça absolument fantastique. Parce que du coup ça crée quelque chose, ça crée un dialogue, ça crée une communication, ça crée une confiance avec le cheval. Il se découvre en fait et c'est vraiment ça qui m'a plu en fait dans la méthode. Et puis du coup tu arrives à bien lire le caractère, le tempérament du cheval en fait à travers ses réactions, à travers ce qu'il te propose pendant la séance, et j'imagine que tu peux lire aussi un petit peu quel type de propriétaire il y a derrière. Oui, complètement. Souvent, les chevaux font miroir. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est que le caractère et la personnalité du cavalier se reflètent sur le cheval. C'est quelque chose dans lequel je crois fondamentalement, parce que je l'ai d'abord vu sur mon cheval, que j'appelle mon grand maître spirituel pour rigoler. Et je l'ai vu ensuite en fait, quand on fait une séance à 81% du temps, on a le propriétaire qui se reflète dans le caractère du cheval. Et du coup, c'est très drôle. Après, faut-il encore bien vouloir le voir de la part des propriétaires. Mais c'est effectivement très drôle. Le plus courant, c'est le contrôle, où on a des chevaux qui vont vouloir contrôler les mouvements parce qu'ils ont peur de se relâcher. Et en fait, on retrouve ça un peu chez les cavaliers. Ah bon ? Je vois pas de quoi tu parles. Tu veux que je te donne une anecdote ou ah ouais, volontiers. Ou deux. Une anecdote que j'aime bien et qui peut être sur laquelle je pense on peut se relier. C'est un cheval qui était en initiation, parce que je fais des initiations à quelques techniques de la méthode. Et ce cheval, donc on va dans le manège pour faire l'initiation. La propriétaire commence à essayer de faire la technique du méridien vessique, qui est celle que je propose en initiation. Et en fait, c'est très compliqué. Son cheval bouge dans tous les sens. Elle n'arrive pas à l'approcher.
Si on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais la voir, alors j'essaye, parce que je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Et aucune réaction de la part du cheval, enfin aucune réaction. Il se laisse complètement approcher, j'arrive à faire ce que je veux dessus, il se relâche, etc. Donc là, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait entre le propriétaire et son cheval, en fait. Et en fait, je lui dis, ton cheval, il a une carapace et il veut pas que tu la pénètres, en fait, il se protège. Et du coup, c'est un peu compliqué pour lui de te montrer son côté faible, en fait, parce que c'est ça qu'on fait en Masterson. On vient les détendre, ils ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir se relâcher. C'est vraiment complètement lié à leur instinct de survie. Et en fait, cette personne me dit c'est fou, on dirait que tu me décris moi. Et je lui dis voilà, c'est souvent le cas, en fait. On retrouve... elle me dit qu'elle met une carapace, qu'elle essaye d'être forte et que du coup c'est compliqué pour elle de lâcher prise. Et voilà, c'est ce qu'on retrouvait chez son cheval. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est que les chevaux, quand on accepte de les écouter, ils sont sans jugement et ils nous montrent en fait qui on est et ils nous montrent comment nous améliorer en fait. Voilà. Oui, et d'autant plus que l'état émotionnel du cavalier au moment M influe aussi sur le cheval. Donc si en plus de cette carapace qu'on a un peu au quotidien, sur le moment on arrive avec toutes ces émotions, cette charge émotionnelle, ça va encore plus jouer sur la façon dont notre cheval va se comporter. Ouais, complètement. Je ne sais pas si c'est énergétique, il y a des gens qui parlent de neurones miroirs, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais effectivement, le cheval va lire nos émotions sur l'instant T, en fait, ou sur l'instant M, et va y réagir. Et les chevaux réagissent par leur comportement. C'est-à-dire que si nous, on a un blocage interne, une journée qui s'est mal passée, on est contrarié sur quelque chose, le cheval, par son comportement, va se mettre en opposition. Et c'est pas en opposition juste pour vous embêter, c'est que lui, il perçoit une émotion bloquante et donc du coup, il va vous montrer que cette émotion bloquante est là en se mettant en opposition, que ce soit une opposition forte ou assez modérée, on va dire, que ce soit montée ou pas. Mais forcément, le cheval va réagir à votre état d'esprit. Donc finalement, quand on arrive aux écuries, il y a ce vieux dicton qui dit « laissez vos pensées dans la voiture » ou quelque chose comme ça. C'est vrai dans le sens où... le cheval va réagir à nos états émotionnels. Donc si on est bien centré, en joie dans le moment présent, le cheval va être hyper dispo avec vous, etc. Et du coup, ça va faire soit un moment que vous passez avec lui à pied ou un moment à cheval qui va bien se passer. Par contre, si vous arrivez contrarié, le cheval va vous le retraduire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans les séances, en fait, en Masterson. Voilà. Bon, après, on reste humain et on a des émotions, c'est pas toujours évident, mais peut-être que parfois, il faut apprendre à renoncer au plan qu'on avait en tête parce qu'on n'est pas dans un état bénéfique ni pour nous, ni pour eux, en fait. Ouais, complètement. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut s'adapter au moment présent. Si on est contrarié et que ça va pas, vaut mieux partir en promenade et prendre l'air, écouter le vent dans les feuilles et les oiseaux que de se mettre un programme chargé de contraintes et de dressage, entre guillemets. Je parle pas de la discipline, hein. Je parle le fait d'aller travailler sur la carrière. Voilà. C'est vraiment l'effet miroir. Mais comme tu disais, il faut être prêt à le voir ou à l'entendre, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, il y a des gens avec qui je peux avoir le dialogue, très concrètement, pendant une séance ou après la séance. Ce sont des choses que certaines personnes veulent bien entendre. D'autres pas. Donc, quand je vois que c'est un peu touchy, je n'en parle pas. Je parle effectivement de la réaction du cheval pendant la séance, qui est déjà bien assez. Alors, est-ce que c'est un accompagnement que tu dois faire dans la durée ou est-ce que ça peut être ponctuel ? En fait, il y a le choix. Alors, c'est vrai que généralement, la toute première séance, les chevaux sont un peu surpris. Ils n'ont pas l'habitude qu'on les écoute de cette manière-là, entre guillemets. Ils n'ont pas l'habitude de se relâcher de cette manière-là. Donc, du coup, généralement, ce que je propose, c'est de faire 2 séances de suite. Parce qu'en fait, on voit bien que les chevaux mettent beaucoup de temps à passer de l'autre côté, à passer en mode parasympathique à la première séance. Et donc, du coup, il faut une 2e séance où là, ils ont compris ce qu'on attendait d'eux pour vraiment, continuer d'enlever les couches de l'oignon et pouvoir
trouver finalement la cause du dysfonctionnement, quel qu'il soit, quelle que soit la problématique de base, que ce soit un cheval qui tire sur les rênes, un cheval qui est asymétrique, un cheval qui ne veut pas changer de pied, un cheval, voilà, quelle que soit la problématique. Donc voilà, 2 séances sont souvent nécessaires pour, je vais dire, lancer un peu le système. Et après, par contre, on peut faire une fois de temps en temps en fonction de la problématique. S'il y a des gens qui ont vraiment un objectif sportif et que c'est important pour eux que leur cheval soit entretenu, dans ce cas-là, on peut faire quelque chose de mensuel, par exemple. C'est vraiment à la carte, j'ai envie de dire, pour chaque cheval et propriétaire. Ponctuellement, j'imagine que ça prend plus la dimension de quelque chose qui apporte du confort, en fait, alors que peut-être sur la durée, tu vas être plus dans dans un accompagnement un peu plus global et alors on peut pas parler de traitement, mais du coup que ça aura un impact un peu plus important. Oui, c'est vraiment préventif, en fait. Effectivement, quand on fait une séance de temps en temps, on est vraiment dans le confort. Après, ça n'empêche pas qu'une séance peut être très productive et le cheval s'améliore tout de suite, en fait. D'accord. Ça dépend vraiment des chevaux. Tu vois, par exemple, ta jument, assez expressive, qui est très réactive tout de suite à tout ce que je lui demande. Donc là, bon, on a trouvé... potentiellement des causes à en fait, ce qui se passe chez elle, tout de suite à la première séance, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les chevaux. Ouais, d'accord. Et après, effectivement, quand on part sur un suivi régulier, c'est vraiment de la prévention de pathologie, parce qu'en fait, en permettant au cheval de se relâcher, on évite qu'il y ait des schémas de compensation qui se mettent en place, ou tout du moins on les limite. Et du coup, on va du coup limiter l'apparition de pathologies, quelle qu'elle soit. Alors, tu disais que donc Jim a travaillé cette méthode vraiment dans une optique de performance. Justement, comment ça et là par rapport à ce que tu disais sur une intervention dans la durée, comment vous travaillez après avec le reste des professionnels qui gravitent autour du cheval? Est-ce que y a une approche qui est assez complémentaire, ou est-ce que la méthode Masterson reste un petit peu à part et puis chacun intervient dans son champ d'intervention? Enfin voilà, comment ça s'imbrique au sein d'un accompagnement un peu plus holistique, ou un peu plus global en tout cas? Oui, ça s'intègre très bien, dans le sens où, en fait, on a chacun une spécialité, on va intervenir sur des choses différentes. Ça n'empêche pas qu'en méthode Masterson, on a souvent les chevaux qui pop au niveau structurel, peut-être comme ferait plus un ostéo, mais c'est une conséquence de ce qu'on fait et pas la recherche première. Tu veux dire que ça claque ? Ça claque, oui, c'est ça, ça pop, ça claque, oui, excuse-moi. Mais c'est pas mon but premier, en fait, quand on fait une séance Masterson, c'est pas on n'intervient pas sur le structurel, ce qui est vraiment la démarche de l'ostéopathe. Donc du coup, c'est assez complémentaire, finalement. On a chacun notre petite pierre, on amène chacun notre petite pierre à l'édifice pour le bien-être du cheval. Donc il n'y a pas de concurrence, en fait, et il n'y a pas de soit l'un, soit l'autre, ce sont juste des modalités qui sont complémentaires. La différence, c'est qu'en général, je parle de l'ostéopathie parce que c'est la chose la plus courante, c'est assez rare que l'ostéopathe intervienne tous les mois, enfin de manière très régulière, c'est plutôt en général 1 fois par an ou 2 fois par an. Là, en Masterson, on peut intervenir de manière très régulière parce qu'on va travailler sur le relâchement des tensions musculaires, et du coup, de toutes les structures qui en découlent, tendons, ligaments, fascia, etc., etc. Et par exemple, est-ce qu'une séance Masterson peut préparer à une séance ostéo pour que le cheval soit déjà un peu plus dans le relâchement, etc., et que l'ostéopathe ait plus de facilité à intervenir ? Oui, tout à fait, ça se fait. Il y a un ostéopathe que je connais qui m'a proposé de travailler comme ça, sur les cas un peu compliqués où en fait les propriétaires finissent toujours par rappeler parce que le changement ne tient pas. En fait, où effectivement on peut intervenir, relâcher en amont, et du coup les changements sont plus durables derrière. Est-ce que tu arrives à faire comprendre cet impact sur les performances, ou est-ce que tu as le sentiment que le massage globalement
et donc cette méthode-là sont encore trop perçues comme justement du confort. Je fais masser mon cheval, ça lui apporte un petit peu de confort. Mais je le dis en souriant parce que moi-même, c'est un peu l'idée que j'en avais, sans forcément penser qu'il pouvait y avoir vraiment un réel impact sur les performances. Comment tu sens que les gens abordent ce type de prestations, en fait ? Alors pour l'instant, c'est assez de la curiosité. Parce que la méthode n'est pas très très connue en France. Alors, il y a des gens qui achètent le livre et qui la pratiquent, mais finalement ça reste assez confidentiel. Donc ça marche beaucoup par le bouche à oreille et les gens viennent avec de la curiosité en fait. Du coup pour l'instant ce sont plutôt des séances où les gens voient quels sont les effets. Souvent, ce sont effectivement des gens qui ont des masseurs à côté et qui, du coup, après se posent la question de se dire est-ce que je ne vais pas changer en fait. Voilà, mais ça reste pour l'instant effectivement dans le bien-être, alors qu'on a un réel impact sur la performance. C'est très régulier que derrière, les gens m'appellent en me disant ah oui, il y a une vraie différence quand même. Par rapport à d'autres techniques de massage, tu veux dire ? Oui, tout à fait. Okay. Ouais, au niveau des résultats, c'est pas que dans la méthode, c'est au niveau des résultats aussi, on voit la différence. Oui, tout à fait. Là, en dernier en date, il y a une cavalière qui m'a appelée en me disant qu'elle n'avait jamais réussi à faire une extension d'encolure avec son cheval. C'était toujours très compliqué de venir le tendre, etc. Et que là, tout était passé et qu'elle n'avait jamais eu cet engagement, le dos qui monte, etc. avec ce cheval-là. D'accord. Et du coup, c'est un super compliment. Hein. Ouais. C'est génial d'avoir ce genre de retour. Mais oui, du coup, ça fait une vraie différence au niveau du travail du cheval. Et puis, comme on disait, il y a peut-être des chevaux qui sont très réceptifs à cette méthode-là par rapport à une autre. J'imagine qu'aussi, il y a des variables peut-être individuelles dans la façon dont ils réceptionnent ce que tu fais. Très probablement. Je pense qu'ils sont tous réceptifs à la méthode parce que c'est une méthode qui est très douce et qui les respecte dans leur intégrité, en fait. On est vraiment dans la compréhension du cheval et dans son fonctionnement profond, en fait. Du coup, ça s'adapte à tous les chevaux. Et même si le cheval ne montre pas forcément de relâchement profond pendant la séance, puisqu'il y a effectivement ces chevaux-là qui sont assez... qui ne veulent pas montrer finalement leur faiblesse, on obtient toujours une amélioration, toujours. D'accord. Aujourd'hui, j'ai pas vu de cas où on avait un cheval pas amélioré à la fin d'une séance. D'accord. Après, il peut y avoir des cavaliers qui sont pas assez subtils pour le sentir ou dont c'est pas l'objectif parce qu'ils font que de la promenade et que finalement ils voulaient effectivement apporter ce bien-être. Mais dès qu'on a un cavalier qui est un petit peu sensible, qui a un peu de sensibilité envers son cheval, ou un coach qui va le dire, en fait, voilà, qui va remarquer la différence. D'accord. Est-ce qu'il y a tu intègres une dimension énergétique comme ça peut être le cas avec le Reiki, le Shiatsu, qui sont aussi un peu des méthodes alternatives, quelque part. Je ne sais pas si je mets tout dans le même panier alors que ce n'est pas du tout la même chose, mais est-ce qu'il y a cette dimension-là où on reste sur quelque chose de très pratico-pratique, où il n'y a pas la dimension d'énergie? En fait, je pense que dans tout ce qu'on fait, il y a une dimension énergétique, mais effectivement, alors la méthode n'est pas vendue comme ça, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on fait la formation Masterson et quand on entend Jim parler, il n'y a jamais de dimension énergétique, c'est D'accord. Pas quelque chose dont il parle. Par contre, en tant que praticienne, moi je le dis clairement, il y a une dimension énergétique, en tout cas, je ne peux pas le dire sur tous les praticiens, mais en tout cas dans la mienne, parce que j'ai les mains qui vibrent quand je touche le cheval. C'est pas quelque chose que je développe au-delà de ça, mais en tout cas, je le sais, je le sens. Et notamment, il y a quelque chose qui est quand même rigolo, c'est que quand il y a des chevaux qui ne supportent pas qu'on les touche à certains endroits. Le plus commun, ce serait le grasset. Il y a des chevaux très, très sensibles au niveau du grasset. Il y a peut-être quelque chose derrière, mais en tout cas, moi, je ne suis pas là pour faire un diagnostic. Donc, du coup, je suis là pour noter que le grasset est très sensible. Et il y a notamment un endroit où on va sur le grasset pour l'aider à relâcher toute la tension de cet endroit-là. Et il y a des chevaux qu'on ne peut pas toucher. Donc à partir du moment où je ne peux pas le toucher, ça pose un problème. Et donc du coup, ce qu'on fait en méthode Masterson, c'est qu'on s'éloigne du cheval. Et on peut travailler à 20 ou à 40 cm du cheval sur le grasset et on va en voir les résultats. C'est-à-dire que donc je mets ma main
éloigné du cheval pour que ce soit confortable pour lui. En fait, je m'éloigne jusqu'au moment où il arrête de me dire là, je suis pas confortable. Je me mets dans sa zone de confort et j'y reste. Et en fait, on laisse un peu au cheval le temps de processer ce qui est en train de se passer, comme on fait avec toutes les autres techniques, et on voit qu'il se relâche. Et c'est systématique. Donc, il y a, pour moi, effectivement, une dimension énergétique qui dans la méthode, ou en tout cas dans ce que je fais, sur les séances. Et est-ce que ça t'a déjà permis de justement aider à soulever un diagnostic, d'aller en fait au-delà de ce que le cheval montre finalement, s'il se met une carapace, etc., d'aller au-delà de ça? Est-ce que ça t'a permis de dire, là en fait, il y a tel signe, je pense qu'il y a peut-être une pathologie ou quelque chose à cet endroit-là, il faudrait aller voir, et que derrière, des professionnels de santé, donc plutôt vétos, ont confirmé qu'effectivement, il y avait quelque chose à cet endroit-là? Ouais, tout à fait. En fait, le but de la méthode, vu qu'il y a un but de performance, un but de bien-être d'ailleurs, on va aller chercher pourquoi le cheval est en dysfonctionnement. Donc en fait, c'est comme un puzzle qu'on va venir assembler en se disant, bon bah là, j'ai eu telle réaction à cet endroit-là, telle réaction à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans le schéma corporel du cheval? Qu'est-ce qui peut venir bloquer? Donc c'est ce qu'on appelle en fait la cause primaire du dysfonctionnement. Donc ça peut être le matériel, une selle mal adaptée, un filet mal ajusté. Ça peut être un problème de pied, quel qu'il soit, une pathologie dans le pied, une ferrure pas adaptée. Ça peut être un problème de travail qui est plus ou moins juste aussi, ou un cavalier qui n'est pas équilibré sur sa selle, ça peut être aussi le cas. Donc l'idée en fait c'est qu'on prend un peu toutes les pièces du puzzle et on va venir les assembler pour essayer de trouver pourquoi il y a un problème. Alors je ne vais pas dire que c'est fréquent, mais c'est arrivé trop de fois pour que je l'ignore, que derrière une séance on ait un cheval boiteux par exemple. D'accord. Un cheval boiteux, où pendant la séance, je dis, il doit y avoir un truc dans le pied. Donc là, on parle avec le propriétaire, il y a peut-être quelque chose dans le pied. Ça vaudrait le coup d'appeler le vétérinaire, parce que nous, on ne diagnostique pas. L'idée, c'est d'essayer d'aiguiller les propriétaires vers le meilleur diagnostic, entre guillemets, après. Voilà, vers la personne qui sera à même de l'aider, en fait. Et donc, quand on vient relâcher les tensions musculaires du cheval, on vient relâcher ses schémas de compensation, on vient le relâcher tout court et il ne peut plus compenser, en fait. Il se retrouve dans le vide, il se retrouve dans qui il est et dans son corps, en fait. Et donc, un cheval qui va boiter derrière une séance, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de fort, en fait, qu'on a été détecté en amont, et que probablement la semaine prochaine ou le mois prochain, il aurait boité. Mais qu'au final, en venant le relâcher, on vient détecter ça. Et effectivement, du coup, la propriétaire, son cheval boiteux, a appelé le vétérinaire et il avait une tendinite dans le pied. Voilà. Ah ouais. Qui n'était pas visible avant qu'on fasse la séance. Voilà, le cheval n'était pas boiteux. Et elle s'est pas dit, parce que du coup j'anticipe un peu, mais est-ce qu'il y avait des personnes qui se diraient j'ai fait la méthode Masterson et ça y est, mon cheval est boiteux, c'est une conséquence de la séance, tu vois? Non mais... Alors, pour moi, c'est impossible. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est absolument impossible parce qu'on n'est jamais dans la force, en fait. Ouais. On demande au cheval. On est dans un toucher, tu l'as vu, on a un toucher très léger. Ouais. Si le cheval ne veut pas, on n'insiste pas parce qu'on veut créer justement ce climat de confiance. On y revient après, éventuellement. Si le cheval ne veut toujours pas, on y revient à la séance d'après. Donc, on est extrêmement délicat avec le cheval. Tous les propriétaires qui sont là peuvent en témoigner. Il y a 0 chance qu'on casse un cheval pendant une séance. C'est absolument impossible. Il n'y a pas de risque, en fait, qui entoure cette pratique. Non, aucun risque qui entoure cette méthode. Et en fait, après, en plus, très concrètement, les vétérinaires peuvent confirmer. Il n'y a pas de... La tendinite dans le pied, impossible. Oui. Voilà. Que ce soit fait pendant une séance. C'est vraiment une méthode très très douce dans laquelle on ne peut pas faire du mal au cheval, c'est impossible. Alors c'est aussi ça que je trouve intéressant parce que donc, quand on a préparé un peu cet épisode, tu me disais que ça n'avait pas été prouvé scientifiquement, il n'y a pas eu d'études scientifiques autour de la méthode. Pour autant, les résultats sont là. Enfin, Jim a quand même accompagné l'équipe d'endurance avec des résultats probants. Et puis, vous, les différents praticiens, vous voyez les choses. Donc, c'est, des résultats empiriques, en fait. C'est vraiment sur l'expérience de ce que vous constatez, de ce que vous vivez. Est-ce que tu as des exemples, justement, là, tu nous parlais de cette tendinite-là. Est-ce que tu as d'autres exemples de choses que tu as pu obtenir sur les chevaux grâce à tes interventions? Alors,
les cas tendinites, sont les cas un peu extrêmes. C'est pour ça que je dis que c'est pas courant non plus. Ça arrive. Oui, complètement. En fait, effectivement, la méthode est prouvée empiriquement, effectivement. C'est-à-dire que on voit les résultats par le comportement du cheval, par le retour des cavaliers, en fait. Donc, après, généralement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le retour qu'on a, c'est des chevaux plus légers dans la bouche, plus disponibles au travail, plus coopératifs, avec un meilleur geste. Voilà. En fait, ce sont vraiment des améliorations au niveau de la locomotion. Du coup, au niveau du travail, des améliorations au niveau du comportement, parce que, en fait, on essaye de créer ce climat de confiance. En fait, moi, ce que j'aime bien faire pendant les séances, c'est essayer de montrer aux gens, aux propriétaires qui sont là, quelles sont les réactions du cheval et pourquoi il réagit comme ça. D'expliquer, en fait, finalement. Et du coup, si les gens se donnent l'opportunité de continuer, en fait, à regarder leur cheval de cette manière-là, ça crée une confiance, ça crée une autre relation, ça crée le couple, en fait. Ce qu'on appelle le couple au sens cavalier, quoi. Cavalier-cheval. On crée le couple, où on aide le couple à se rencontrer ou à mieux fonctionner. Et donc, du coup, ce n'est pas qu'un résultat en termes de physique, c'est aussi un résultat en termes de relation cheval-cavalier. Voilà. Oh, c'est intéressant, ça. Par contre, ce que je me dis, c'est que donc, ça peut être englobé dans une approche globale et donc avec d'autres pros qui interviennent aussi autour du cheval. Ce que moi, je trouve un peu compliqué à chaque fois, c'est d'arriver à cerner l'impact de chacun séparément. Alors peut-être que en fait, c'est pas la bonne approche et qu'il faudrait pas forcément chercher à isoler les résultats que chacun a sur le cheval, mais plus globalement, est-ce que toi, tu arrives à identifier l'impact que toi, tu as, l'impact que ensuite un ostéo va avoir, ou voilà, est-ce que ça reste tout s'imbrique en fait et du coup, faut pas forcément chercher à isoler le résultat de chacun. Je sais pas si c'est clair ce que je... Oui, si, c'est clair. En fait, non, il ne faut pas chercher à isoler les méthodes, en fait. On est tous complémentaires. Après, quand appeler qui ? Ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Si, quand on fait du Masterson en régulier, c'est-à-dire d'une manière mensuelle ou par exemple tous les 2 mois, ça n'empêche pas qu'on peut appeler l'ostéo une fois par an pour, bien sûr. Pour vérifier que le structurel va bien. Quand on travaille en Masterson, en fait, quand on pose les mains sur le cheval, on va suivre le cheval. Ce qu'un ostéo va faire, c'est qu'il va poser les mains sur le cheval et il va dire « il y a un problème là ». Voilà, l'ostéo va venir savoir, il y a C7 qui va pas, il y a L3, T2, peu importe l'endroit. Et il va venir travailler sur ces zones-là. Quand on travaille en Masterson, on travaille sur tout le corps. Donc déjà, c'est pas exactement la même approche, mais on travaille sur tout le corps. Et en fait, par exemple, s'il y a un problème à C7, c'est le cheval qui va venir nous le dire, en fait. Puisqu'on a ce dialogue avec le cheval, on va pas venir dire le problème est là. Après, on peut le sentir, hein, bien évidemment, mais on suit les signaux du cheval. Et donc, c'est en ça que les approches sont complémentaires. C'est que moi, je suis ce que le cheval me dit et ce qu'il est prêt à relâcher. Et l'ostéo va venir travailler sur ce qu'il ressent. Voilà. On n'est pas exactement sur le même créneau. Est-ce que c'est une pratique qui serait transposable à l'humain ou à d'autres animaux ? Ou est-ce que c'est vraiment propre au cheval parce qu'il y a ce système parasympathique, justement ? Alors, le système... Est-ce qu'on clarifie ce que c'est que le système parasympathique ? Oui, peut-être. Le mode parasympathique. En fait, le système nerveux, je pense que c'est tous les mammifères, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, les chevaux et les humains, c'est pareil. On a un système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome, qui fonctionne en 2 modes, en fait. Le mode sympathique, qui est le mode de l'action, qui est le mode de la fuite, qui est le mode du stress, en fait, qui va venir dilater les pupilles, accélérer le rythme cardiaque, faire qu'on puisse amener plus d'oxygène dans les muscles. Donc ça, c'est le mode des chevaux qui sont en alerte et qui sont prêts à se carapater, ou c'est le mode du stress en concours. Et on a le même chez les humains, c'est-à-dire que quand on va passer un examen, qu'on est stressé pour aller au travail, qu'on a une boule au ventre, etc., tout ça, c'est le mode sympathique. Et ensuite, on a le mode parasympathique qui est le mode du repos.
de la digestion, des relations sociales et aussi du système immunitaire. Et donc là, pareil, on l'a chez les chevaux et on l'a chez les humains. Chez les chevaux, c'est ce qu'on recherche en méthode Masterson, c'est de les mettre en mode parasympathique, qui va activer en fait la guérison entre guillemets. On met bien des guillemets, qui va activer, en fait, qui va permettre au système immunitaire de se mettre en route et du coup de faire en sorte que le corps s'autorise à aller mieux en fait. Parce qu'on a souvent des chevaux qui sont en boxe, qui sont un peu stressés, qui vont en concours, qui ont un environnement bruyant, etc. Donc qui ont tendance à être en mode sympathique et qui du coup ne peuvent pas se relâcher en fait. Et donc quand on les met, quand on leur donne l'opportunité de retourner en mode parasympathique, après ils peuvent y retourner d'eux-mêmes. Enfin, il y a ce côté apprentissage aussi. D'accord. Et chez les humains, c'est le mode de la relation sociale quand on est avec des potes, qu'on a passé un bon moment, qu'on est en confiance, en sécurité, qu'on digère, qu'on somnole. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc du coup, ça peut s'appliquer, ces deux modes s'appliquent, pour revenir à la question, ces deux modes s'appliquent aux animaux et aux humains, aux autres animaux, aux chiens en l'occurrence. Il y a des praticiens Masterson qui en font un peu sur le chien. Moi j'ai essayé, mais les chiens ça bouge tout le temps et du coup un cheval a quand même tendance à être immobile plus facilement qu'un chien, donc c'est pas facile. Par contre on obtient des résultats. J'ai une copine qui fait le méridien vessie sur son chat, donc avec beaucoup de bâillements, c'est très rigolo. Elle avait publié une vidéo de ça. Et sur les humains, c'est très compliqué parce qu'on a un ego. On est tellement habitué à cacher, en fait, et à ne pas nous écouter, à pas ressentir ce qu'on sent dans notre corps. On est déconnecté de notre corps, en fait, en tant qu'humain. Là où les chevaux sont extrêmement connectés à leur corps pour des questions de survie, qu'on soit clair, le cheval ressent tout ce qui se passe, à un peu d'exception près. Et donc, du coup, chez les humains, c'est très compliqué d'avoir un signal vrai, en fait, authentique. Et voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé, je ne sais pas avec quel résultat. Moi, j'ai essayé sur mon mari, il s'est endormi au bout de 30 secondes, donc je me suis dit que ça avait marché, mais qu'au final, j'avais pas pu continuer la séance. Excellent. Donc c'est vraiment fait pour les chevaux en fait. C'est vraiment une méthode qui est créée pour les chevaux et qui est adaptée aux chevaux. Voilà. Et du coup, ce que tu disais par rapport au système immunitaire, est-ce que tu constates que ça améliore sur des chevaux qui sont suivis régulièrement, par exemple, est-ce que ça peut améliorer le système immunitaire et renforcer quelque part le cheval ? Alors là, j'ai aucune preuve. On n'a aucune preuve. Ce qu'on remarque quand on fait les séances, c'est qu'on a le système lymphatique, s'il ne fonctionne pas correctement à certains endroits, ou ça reprend en fait. En fait, on le voit littéralement chez les chevaux pendant les séances. Donc voilà, à partir du moment où le système lymphatique fonctionne de manière correcte, le système immunitaire devrait fonctionner. Ouais. Voilà, c'est ça. On peut supposer que... On peut extrapoler mais on n'a aucune preuve sur le sujet. Voilà. D'accord. Après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on fait des séances régulières, les chevaux apprennent vraiment. Ça, je l'ai constaté. C'est-à-dire que un cheval qui a tendance à être stressé et sur lequel on l'amène à se mettre en mode parasympathique régulièrement, il va y repasser plus facilement. Donc à partir du moment où il va y repasser plus facilement, il va favoriser son système immunitaire, là où avant il était plus en mode sympathique, et donc là en mode sympathique le système immunitaire a 0 place, c'est-à-dire que c'est la survie, on est vraiment là-dedans. Donc du coup si ça peut entraîner un système immunitaire dégradé, et donc du coup le fait de le remettre en mode parasympathique régulièrement, et le fait que lui après il arrive à s'y remettre seul, ça va favoriser effectivement ce système immunitaire et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, encore une fois, pas de preuve. Ouais. Et tu évoquais, tu as parlé plusieurs fois du méridien vessie, c'est des choses qui sont issues de la médecine chinoise ou pas du tout ? Je suis à côté de la plaque. Si, t'es complètement dans le truc. En fait, le méridien vessie, c'est une ligne énergétique de la médecine chinoise qui, chez le cheval, part au-dessus de l'œil, passe derrière l'oreille. Et en fait, grosso modo, est à 5 cm de la ligne du dessus, quand on passe sur l'encolure, le dos, la croupe, et qui vient se finir aux 3/4 du postérieur.
voilà, des deux côtés du cheval. On peut trouver des images sur Internet en tapant méridien vessie de la ligne. Et en fait, c'est un méridien qui est important parce qu'il va venir, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas spécialiste en médecine chinoise, mais il va venir réguler, en fait, les autres méridiens. Il a un rôle de régulateur. Et on l'utilise en méthode Masterson, en toucher Masterson, dans 2 cas. Le premier cas, c'est quelque chose que je peux transmettre au propriétaire à la fin d'une séance ou à une autre occasion pour rentrer en contact avec son cheval, mettre la confiance en fait, avec un toucher Masterson, en lisant les signaux subtils du cheval, pour créer de la confiance. Et je dirais que l'effet bénéfique derrière, c'est que effectivement, vu que ce méridien se met en relation avec les autres méridiens, ça fait aussi un bien-être et un relâchement au niveau du cheval. Le deuxième cas dans lequel je l'utilise, parce que je ne l'utilise pas pendant mes séances, en règle générale, ce sont les chevaux qui sont extrêmement compliqués à approcher, qui sont tellement dans la fuite, qui ne veulent pas qu'on leur touche leur corps, voilà, qui sont très délicats, sur lesquels on ne peut pas faire les techniques. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Dans ce cas-là, je commence par le méridien vessie, parce que ça permet au cheval de comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, et de le mettre en confiance. Voilà. De dire que le cheval se dise c'est bon, je comprends que tu comprends. Ouais. Donc là, je peux être tu vois, enfin, grosso modo, le cheval se dit ok, tu m'as entendu, donc là, je peux me détendre. Voilà. C'est marrant qu'il y ait voilà, cette imbrication entre Masterson et puis la médecine chinoise, quelque part. En tout cas, qu'il y ait des choses qui en soient tirées. C'est très rigolo. En fait, je crois... de mémoire que quand Jim faisait le groom, entre guillemets, les masseuses qui venaient s'occuper des chevaux faisaient le méridien vessie, en fait. Visiblement pas de cette manière-là, mais du coup c'est ça qui l'a un peu qui l'a fait tilter, et il a gardé cette technique dans sa méthode. Voilà. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as déjà bloqué sur un cas et comment tu réagis dans ces cas-là ? Parce que, d'autant plus, j'imagine, quand on débute, comme dans n'importe quelle profession, il y a la théorie, puis après on va se confronter à la pratique. Il y a peut-être des cas plus complexes que d'autres qui t'interrogent plus. Voilà. Comment ça se passe ? Est-ce que justement tu fais appel à d'autres professionnels ? Comment tu arrives à débloquer un petit peu ces situations-là ? Alors effectivement, il y a des cas qui sont des énigmes où, alors, dans 98% du temps, on trouve l'objet de l'inconfort, j'ai envie de dire, on trouve la cause primaire. Les schémas sont assez apparents, hein, on a bon an, mal an, 80-90% des chevaux qui ont le même schéma. Donc c'est assez simple. Et il y a ces quelques cas qui sont un peu plus compliqués, où là on va creuser avec le propriétaire. De différentes manières. Par exemple, est-ce que le cheval a eu un accident avant, qui pourrait expliquer un schéma ou une pathologie bien précise. Ou alors, en deuxième cas, en fait, on a un réseau de praticiens anglophones, parce qu'on est assez peu en France, prêts à pratiquer, qui ont 20 ans d'expérience avec Masterson, et qui sont très disponibles pour répondre aux questions, j'ai envie de dire, sur les cas un peu compliqués. Donc c'est une ressource qui est géniale, parce qu'on a des gens avec une sagesse et des outils incommensurables, j'ai envie de dire, et qui du coup peuvent nous éclairer sur un problème en particulier quand on décrit en fait comment s'est passée la séance. Voilà. Et en général, dans ces cas-là, on revient vers le propriétaire avec des solutions, soit une séance complémentaire qui va nous permettre de travailler sur un point en particulier, soit faire appel à un autre professionnel qui va venir aider le propriétaire et le cheval, du coup, à fonctionner mieux. Voilà. Et tu disais que vous êtes très peu de praticiens en France. Comment ça s'explique, ça, du coup ? Je pense que les Français ont peur de parler anglais. En fait, à la base, Jim était beaucoup aux États-Unis. Après, il a formé en Angleterre. Il y a beaucoup de praticiens en Angleterre, en fait. Et quand on va se former en Angleterre, il y a des Anglais et il y a aussi pas mal d'Européens. Bon, après, c'est vrai que c'est aussi un coût de
faire X voyages en Angleterre pendant des jours ou semaines pour aller se former, au-delà de la barrière de la langue, en fait. Mais ça se développe, je trouve. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés vers le bien-être du cheval et du coup qui se posent la question de est-ce que ça vaudrait le coup de changer de métier comme moi ou de s'orienter vers ces méthodes-là. Après, bon, là, avec le Covid, depuis 1 an et demi, c'est compliqué. Ouais, parce que là, en plus, tous les voyages en Angleterre sont annulés. Mais voilà, il y a cette opportunité-là de le faire. Je pense que voilà, il y a un vrai frein de la langue pour les Français, en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un retard, je pose vraiment la question ouvertement, est-ce qu'on a, nous, du retard en France sur l'acceptation de tout ce qui est un petit peu pratique alternative, médecine douce, etc., qui fait qu'il y a une demande peut-être moindre par rapport aux pays anglo-saxons ? Alors, je pense que clairement, il y a un retard sur l'approche, en fait, du cheval général, en fait, je dirais. Pour avoir habité au Canada, pour avoir vu un peu l'Angleterre et pour avoir... Donc, ceux qui sont quand même 2 pays anglophones, parce que j'étais dans la partie anglophone du Canada. Et pour avoir vu ce qui se passe en France, effectivement, je trouve que globalement, on a une approche du cheval... C'est peut-être avec toute la tradition militaire qu'il y avait derrière, qui est moins à l'écoute du cheval aujourd'hui. Même si les mœurs sont en train de changer, et je trouve ça absolument génial, qu'on se donne l'opportunité d'avancer avec son cheval dans la relation, en fait, plutôt que dans la contrainte. Mais effectivement, je trouve que les anglo-saxons sont peut-être plus ouverts plus rapidement à ce genre de méthode. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas en France, en fait. Il y a plein de gens qui sont très ouverts sur le sujet, mais ce n'est pas dans la tradition. Voilà. À partir du moment où ce n'est pas dans la tradition, ça met du temps à arriver. Voilà. Et pour autant, j'ai l'impression que, bon, ça reste entre guillemets marginal, mais on a de plus en plus d'alternatives. Tout à l'heure, je parlais du shiatsu, du reiki. Enfin, voilà, il y a des choses qui se développent et il y a beaucoup de pratiques différentes. Comment, toi, tu conseilles, entre guillemets, de s'y repérer entre toutes ces possibilités-là, justement à qui faire appel, à quel moment? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Comment je me repère dans la jungle de tout ce qui commence à exister là sur le marché? Bonne question. Même moi, en tant que propriétaire, je me la pose, en fait. Bah ouais. C'est très compliqué. Je pense que moi, je suis assez... pragmatique, c'est-à-dire je teste et si ça marche, je continue et si ça marche pas, j'arrête. Voilà. Le fameux test and learn. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'ai fait appel à certains professionnels pour mon cheval, j'ai vu certains avec des résultats, certains sans résultats, donc j'ai fait le tri comme ça, j'ai envie de dire. Et en même temps, est-ce que tu en conclus que c'est la méthode qui fonctionne pas ou c'est le pro qui est peut-être pas... Tu vois, il y a toujours cette nuance, je trouve, où est-ce qu'on en tire des conclusions sur voilà, j'ai fait une séance de Reiki, ça a rien apporté, le Reiki c'est pas pour mon cheval, ou est-ce qu'on se dit peut-être que c'est ce professionnel-là avec son approche sans forcément de jugement de valeur, mais qui ne convenait pas et du coup je réessaye le Reiki mais avec quelqu'un d'autre. Enfin, moi je trouve que c'est pas toujours facile de faire le distinguo justement. Non, c'est très compliqué. Après, je pense qu'on fait tous pareil, hein, on essaye de trouver le meilleur professionnel dans son domaine et de faire son choix, en fait. Mais effectivement, la pratique est intrinsèquement liée à la personne, en fait. En Masterson, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a tous des affinités différentes, des ressentis différents, et même si on a des techniques et une observation du cheval qui va être assez proche, finalement, parce qu'on a les mêmes bases de formation, finalement, la personne fait la séance, en fait. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, c'est très compliqué. Si je parle d'un point de vue perso, du coup, là, c'est pas la praticienne qui parle, mais la propriétaire. J'ai fait une fois appel, par exemple, à une dame sur du shiatsu et... j'ai pas vu de différence avec ce que je faisais à l'époque. Enfin, je faisais même pas Masterson, en fait. Ouais. Bon, j'ai vu aucun... Et d'ailleurs, je l'avais fait venir parce que mon cheval est asthmatique. Et je m'étais dit, elle va trouver un truc sur les poumons. J'avais pas encore de diagnostic à l'époque. Et je me suis dit, bon, elle va me dire, est-ce que... Voilà, pour moi, c'était une indication. Et elle m'a dit, non, les poumons, tout va bien. Et un mois plus tard, je l'emmenais à Grosbois pour faire les tests. Et ils m'ont dit, bon, il est asthmatique. Je me suis dit, bon, alors... Ouais. Ça, j'ai éliminé, voilà. Mais après, est-ce que c'était la personne ou est-ce qu'il y avait vraiment
tu vois, d'un point de vue énergétique, shiatsu, rien à distinguer dans le poumon, j'en sais rien en fait, en vrai. Donc, bon, c'est juste que ça m'avait pas convaincue. Donc, voilà, c'est très compliqué à... Et je dénigre pas du tout le shiatsu, je parle juste de mon expérience personnelle sur le sujet. Donc, voilà, c'était juste qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah là, soit ça a pas marché, soit on est passé à côté de quelque chose, j'en sais rien. Sur l'énergétique, je connais une personne qui fait de l'énergétique que j'avais trouvé super, donc elle vient de temps en temps voir mon cheval. Donc voilà, c'est... je ne saurais pas dire en fait. C'est vraiment... à un moment donné, moi je crois beaucoup en mon intuition. Et donc à un moment donné, je me dis, ah là, il faut que je fasse venir cette personne-là. Voilà. C'est, ça me vient comme ça. Je ne peux pas expliquer autrement. Voilà. Et en tant que professionnel, à partir du moment où on trouve qu'il y a un résultat avec une méthode, je pense qu'il faut continuer dans ce truc-là. Voilà. Ce qui peut être d'ailleurs... entre guillemets temporaire, enfin on s'engage pas à vie. Je fais le parallèle avec nous en enseignement. Un enseignant peut te convenir à une époque de ta vie, de ta progression, et puis plus après. Enfin voilà, donc je suis assez alignée sur le fait de tester et puis se faire ses propres expériences qui seront forcément différentes du voisin en plus, parce qu'on est nous-mêmes différents. Est-ce que du coup toi tu pratiques sur ton cheval, la Masterson, et est-ce que ça a changé des choses avec lui ? Alors, je pratique très peu sur mon cheval, parce que je prends pas le temps, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Je pratique occasionnellement. Par contre, ce que ça a changé, c'est la relation que j'avais avec lui. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a eu ma chute avec l'omoplate, donc j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que mon cheval a voulu me dire en me faisant tomber ? Donc, du coup, voilà, ça a ouvert un dialogue, en fait. J'ai ouvert quelque chose envers lui. Et ensuite, finalement, tout ce que j'ai appris en Masterson, toute l'écoute du cheval que j'ai appris en Masterson, je la retraduis avec mon cheval. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un lien qui est énorme, en fait, entre nous. Et que je trouve absolument génial. C'est-à-dire que on est dans une coopération qu'on n'a jamais eue avant. Parce qu'en fait, je l'écoute au final, c'est ça. Donc je le regarde, il suffit que je suis en train de le sceller, je vois comment il est en train de réagir, par exemple. Dernièrement, en ce moment, je pose ma selle sur le dos et il est en train d'intérioriser, donc je le laisse intérioriser ce qu'il est en train de faire, j'attends avant de le sangler et je le sangle une fois qu'il a fini de se relâcher. Et je me dis, ça, ce sont des petites choses qui font qu'on a une entente mutuelle et un fonctionnement qui est plus harmonieux, en fait, ensemble. Et je le retrouve au travail, en fait. C'est un cheval qui avait été labellisé violent avant que je l'aie, qui est un peu joueur et qui a continué à être un peu violent selon les cavaliers qu'il avait sur le dos, parce que quand j'étais enceinte, je l'ai fait monter. Occasionnellement, quand j'ai eu mes problèmes de santé, je l'ai fait monter par d'autres gens. Il peut être assez... non coopératif et violent dans le sens en levant le cul, etc. Ouais. Et en fait, plus notre relation avance et moins il est comme ça, en fait. Plus il est dans la coopération, il est toujours avec moi à 3000% quand on est en concours, parce que je fais du concours amateur. Voilà, ça a été un changement radical dans notre couple, en fait. Il se sent entendu. Il se sent entendu. Et c'est ce que, du coup, j'essaye de transmettre pendant les séances. C'est ce que j'essaye de montrer aux gens. C'est regarder comment vos chevaux communiquent. Entendez-les. Et vous allez voir que ça va vous apporter le monde, en fait. Ils vont vous amener le monde. Voilà. Et globalement, du coup, j'imagine que ça a changé ta relation aux chevaux globale, pas que avec le tien. Complètement. C'est pour ça que, en fait, il y a une chose qui est assez importante pendant les séances. Enfin, en tout cas, que moi, je trouve importante. C'est que quand j'arrive dans une séance, je suis très ancrée dans mon corps. Je pense pas à autre chose. Je suis là dans le moment présent. Et en fait, ça permet de créer ce lien avec le cheval, de confiance, en fait. Et c'est ça que moi, je viens chercher dans une séance, c'est qu'il y ait ce lien de confiance qui se crée pour que le cheval en tire le plus de bénéfices possible, en fait, si tu veux. Et donc, du coup, effectivement, cet apprentissage avec mon cheval et cet apprentissage de la méthode me permet d'arriver dans un état qui va être bénéfique pour le cheval et qui va apporter le plus de choses possibles à la séance. Voilà. On en revient à l'idée d'être dans le moment présent, d'être avec eux et pas d'être juste là pour les utiliser. Hop, je te monte dessus et puis après je te laisse et puis ciao.
Exactement. C'est prendre le temps de créer la relation. Et ça, c'est capital, en fait, si on veut finalement avancer avec son cheval, et non pas que ce soit un simple outil, mais un ami, en fait, un proche, un confident. Je ne sais pas comment on peut chacun a une relation différente avec son cheval, mais si on cherche ça, en tout cas, c'est important de les écouter. Et finalement, cette méthode-là donne des outils pour les écouter. Voilà. Est-ce qu'on peut s'initier à la méthode ? Tu parlais tout à l'heure de stage d'initiation, si on ne veut pas du tout en faire un métier, mais en tout cas l'intégrer dans justement dans notre relation à notre cheval, dans notre approche. Comment on peut faire ? Alors, moi je propose des initiations de 3 heures dans des écuries où les gens font sur leurs chevaux ou pas d'ailleurs. Il y a le choix. En sachant que c'est toujours plus compliqué sur son cheval parce qu'il y a ce biais émotionnel, bien évidemment, qu'on a dans la relation. C'est plus simple pour apprendre sur un autre, mais je comprends que la plupart des gens veulent faire sur leur cheval et c'est très compréhensible. Donc voilà, ce sont des initiations où en fait j'aborde qu'est-ce que la méthode, comment elle fonctionne, comment elle a été créée, et ensuite on partage la technique du méridien vessie et une ou deux techniques de plus si on a le temps. Et ensuite, si les gens veulent aller plus loin, après par contre c'est la formation en Angleterre. Par contre, vous voulez aller au-delà des initiations, il y a un séminaire sur un week-end complet qui va avoir lieu dans Lyon avec ma collègue Hélène Sigogno. C'est une première en France, où là, en fait, on va apprendre quelques techniques et mouvements. C'est pour vraiment aller plus loin, pour pouvoir s'occuper de son cheval soi-même. Ce sont les techniques qui sont dans le livre, en fait, qui s'appelle Masser son cheval, comme je l'ai dit au début du podcast. Mais je trouve que ce qui est assez important à Masterson, c'est de venir ressentir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné les clés pour ressentir ce qu'il faut ressentir, tout est hyper facile, en fait. Ce qui est difficile avec le livre, c'est que c'est écrit, quoi. Et donc, du coup, appliquer une technique... Alors, pour le coup, appliquer du Masterson sans le ressentir, c'est très compliqué, en fait. Ouais. Il y a une perte de sens, en fait, dans ce qu'on fait. Alors que quand on nous guide, c'est pour ça que je fais des initiations, quand on guide vers qu'est-ce qu'on cherche, comment on regarde, quel est le niveau de toucher, une fois qu'on a cette clé-là, tout se déroule en fait. Voilà, toutes les techniques se déroulent facilement. Et donc, c'est ça qu'Hélène va faire pendant ce week-end de séminaire, où là, ils vont voir les différents mouvements et comment les faire. Voilà. Donc on peut tous avoir la sensibilité nécessaire pour pratiquer. Il n'y a pas à avoir une prédisponibilité à ressentir les choses plus facilement. On peut vraiment s'initier en partant de zéro. Complètement. On peut s'initier en partant de zéro. Et c'est ça qui est sympa en fait. C'est que finalement la méthode est assez simple. Après, évidemment, en 3 heures ou en un week-end, vous n'avez pas toutes les clés ni toutes les techniques qu'on fait pendant une séance. Mais par contre, ça donne beaucoup d'infos. La seule chose que ça demande, c'est du lâcher-prise, en fait. Il arrive pendant les initiations qu'il y ait certaines personnes qui soient tellement au contrôle et qui ont tellement envie de bien faire, en fait, c'est juste ça, que du coup, elles sont extrêmement crispées et les chevaux le ressentent et du coup, ils se relâchent pas. Mais ça, du coup, c'est un travail perso, en fait. C'est même plus un travail du cheval, c'est un travail personnel qui commence par le biais du cheval. Voilà, le cheval est là pour aider aussi. Voilà, c'est le seul risque qui va venir entraver, je dirais, c'est la seule chose qui peut entraver finalement la réussite de ce qu'on essaye de faire à Masterson. Sinon, tout un chacun peut très bien le faire. Enfants, adultes, les enfants sont très connectés, hein, donc les enfants le font aussi. J'ai pas encore fait des initiations pour les enfants, mais c'est un truc qui me botte. Ah ouais. C'est parce que ils sont tellement dans le moment présent que du coup j'ai montré en fait à 2-3 enfants et c'est quelque chose qui est super intéressant, que en fait ils sont tellement dans le moment présent que finalement ils se connectent tout de suite au cheval et tout de suite la méthode est instinctive pour eux en fait. C'est ça qui est rigolo. Ouais, et puis je trouve que ça leur apporte un moyen de justement ce que tu disais, de se connecter et d'avoir une autre approche du cheval. Par rapport à ce que tu disais au tout début, que quand on débute en général, on fait des cours, on n'est pas dans la lecture, on n'est pas dans la compréhension du cheval. Là, ça peut être un moyen justement de les mettre à côté et qu'ils aient une autre approche de leur poney ou de leur cheval.
Ouais, c'est génial. C'est vraiment une super opportunité de connaître l'animal au-delà de la discipline, en fait. Voilà. Et c'est ça que les cavaliers peuvent venir chercher aussi quand ils font une initiation. C'est aller chercher ce côté relationnel, c'est aller chercher comment on comprend mieux son cheval et comment je l'aide, parce que finalement, il y a la communication, mais il y a aussi tout ce qui est fonctionnel. Hein. Comment je l'aide à mieux fonctionner pour, quel que soit mon objectif, en tout cas, pour que l'objectif soit atteint. Voilà. Alors toi, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le monde équestre de demain ? En dehors du fait que la méthode Masterson sera bien plus connue. Voilà. En fait, je pense qu'il y a cette mouvance qui a commencé là, il y a quelques temps, qui va vers le bien-être du cheval. Parce que je ne suis pas du tout en opposition, moi, entre le bien-être et la compétition, ou le fait de monter. Je trouve que monter à cheval, c'est fantastique. C'est une opportunité... pour être dans le moment présent, pour connaître une connexion avec un animal qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et j'espère que le monde du cheval va aller vers ça, en fait, vers une meilleure compréhension de l'animal, un meilleur respect de son intégrité physique et psychologique, pour permettre à l'animal, finalement, au cheval, de venir vers nous, en fait, en tant qu'animal, et proposer une coopération qui soit plus dans le respect de l'un et de l'autre. Voilà vers quoi j'aimerais que le monde du cheval aille. Et encore une fois, je pense que ça y va, en fait, doucement mais sûrement. Le mouvement est en marche. Ouais, c'est ça, le mouvement est en marche. On va pas faire de politique. Et quelles sont tes sources d'inspiration dans ce sens, justement ? Alors, j'ai une culture très anglo-saxonne sur le sujet. J'avoue que... Alors, ça vient de Masterson, parce que j'ai découvert Masterson et plein de choses en Angleterre et aux États-Unis. Et du coup, je ne me suis pas vraiment donné l'opportunité de chercher en France des gens, en fait, qui vont vers C'est vers pas ça. grave, donne-nous tes sources. Alors après, il y en a un que j'adore, que je trouve qui a une plume magnifique, qui est Pierre Beaupère. Je suppose que tu connais, qui parlera à beaucoup de gens. Quand il écrit quelque chose sur Facebook, ou j'ai même lu son livre de dressage, il a et de l'humour et du respect, et c'est un poète, en fait, pour moi. C'est un poète de l'équitation. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans la relation au cheval. Voilà, pour le français. Et en anglo-saxon ? Et en anglo-saxon, il y a un monsieur qui s'appelle Warwick Schiller. W-A-R-W-I-C-K, Warwick, qui est un monsieur qui fait du horsemanship. Ça n'a pas vraiment de traduction française, je crois, ce mot. Qui a aidé à dresser des chevaux, à redresser, entre guillemets, des chevaux. Par l'éthologie, je pense que ce serait le mot le plus proche, mais bon, ça correspond pas exactement à l'éthologie non plus. qui a des formations en ligne et qui a un podcast qui s'appelle Journey On, où il parle beaucoup de relations aux chevaux, de ce que les chevaux peuvent nous apporter, des émotions. C'est quelque chose qui est un sujet, moi, sur lequel je pourrais parler des heures, les émotions et les chevaux. Il est vraiment très, très inspirant. Voilà. Et une troisième personne que je trouve absolument géniale, qui a des podcasts super, qui s'appelle Wendy Murdoch, qui a créé des pads, en fait, qu'on met sous les pieds des chevaux, qui s'appellent les Sure Pads, et qui interview, depuis le Covid, des professionnels anglo-saxons qui tournent autour du cheval, quelle que soit leur discipline ou leur métier, parce qu'elle interroge aussi bien des cavaliers que des professionnels, tu vois, holistiques, en fait, des gens qui font de la thérapie crânio-sacrée, qui font de l'énergétique, qui font du horsemanship, il y a vraiment de tout, des vétérinaires, voilà. Et les interviews sont absolument fantastiques en termes de contenu. Là, c'est très pragmatique pour le coup. Donc voilà, ce sont des gens qui sont très inspirants et qui, en fait, incitent à aller chercher ailleurs, à continuer d'avancer, à mieux comprendre pour finalement aider au mieux les chevaux. Voilà. Et toi, alors, si on veut te suivre, qu'on te trouve inspirante, comment on peut faire ? J'ai une page Facebook que j'alimente sporadiquement.
qui s'appelle l'éveil du corps équin. C'est le nom de la société en fait derrière la méthode Masterson. Donc voilà, il y a une page Instagram aussi qui s'alimente quand j'alimente Facebook. Je suis pas vraiment très présente sur les réseaux sociaux. Sinon, il y a mon site internet qui s'appelle www.corps-du6equin.fr où là, vous retrouverez en fait toutes les infos sur voilà, qu'est-ce que la méthode, comment on trouve, comment se passe une séance, voilà, combien ça coûte, etc. Et où est-ce que tu interviens géographiquement pour peut-être ceux qui seraient intéressés? Sur l'Île-de-France, je suis basée dans les Yvelines, donc ça peut être aussi département 27-28. Après, je me déplace. Je peux me déplacer plus loin s'il y a un regroupement de chevaux. Dans ce cas-là, on fait un forfait de déplacement, en fait. Et puis, on fait plusieurs chevaux dans la journée ou sur plusieurs journées. Donc voilà. Donc la distance n'est pas complètement un frein. Super. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange super intéressant. Et pour nous avoir présenté un petit peu plus Masterson, du coup. J'espère que ça aura éclairci les horizons pour les auditeurs, de savoir ce qu'est la méthode Masterson et ce que peuvent apporter ce type de pratique plus globalement à nos chevaux. Merci beaucoup. C'était très intéressant de venir discuter avec toi. Merci d'avoir donné l'opportunité. À bientôt. À bientôt. Encore un grand merci à Caroline pour sa disponibilité et ses explications. Vous l'avez compris, pour avoir testé l'approche sur ma jument lors d'une séance avec elle avant cet enregistrement, j'ai été assez bluffée des résultats et j'ai hâte de continuer le suivi pour aller plus en profondeur. En tout cas, si ça vous intrigue, je vous encourage vraiment à tester car il n'y a qu'en testant une approche sur notre cheval qu'on peut se faire une opinion. Et le but de ce podcast est bien de vous informer pour que vous puissiez ensuite vous faire un avis par vous-même et trouver ce qui fonctionne pour vous et votre cheval. Je le disais en intro, il existe d'autres méthodes de massage et je trouve ça génial que l'offre autour du bien-être de nos chevaux soit de plus en plus importante. Ça nous donne, à nous propriétaires, cavaliers, plus de possibilités pour prendre soin d'eux. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir me donner votre avis ou à échanger par message. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Equidé, le podcast.